Chapitre 6. Mon premier soin, en arrivant, fut de me mettre en quête d'un appartement pour ma sœur et pour moi. En conséquence, je me présentai le même jour chez le banquier auprès duquel j'étais accréditée. Il m'indiqua une petite maison toute meublée qui faisait parfaitement l'affaire de 2 personnes et de 2 domestiques. Je le chargeai de terminer la négociation et le lendemain, il m'écrivit que le cottage était à ma disposition. Aussitôt, et tandis que la comtesse reposait, je me fis conduire dans une lingerie. La maîtresse de l'établissement me composa à l'instant un trousseau d'une grande simplicité mais parfaitement complet et de bon goût. 2 heures après, il était marqué au nom de Pauline de Nerval et transporté tout entier dans les armoires de la chambre à coucher de celle à qui il était destiné. J'entrai immédiatement chez une modiste qui mit, quoique française, la même célérité dans sa fourniture. Quant aux robes, comme je ne pouvais me charger d'en donner les mesures, j'achetai quelques pièces d'étoffe, les plus jolies que je pus trouver, et je priai le marchand de m'envoyer le soir même une couturière. J'étais de retour à l'hôtel à midi. On me dit que ma sœur était réveillée et m'attendait pour prendre le thé. Je la trouvai vêtue d'une robe très simple qu'elle avait eu le temps de faire pendant les 12 heures que nous étions restés au Havre. Elle était charmante ainsi. « Regardez !» me dit-elle en me voyant entrer. « N'ai-je pas déjà bien le costume de mon emploi ? Et hésiterez-vous maintenant à me présenter comme une sous-maîtresse ? » ?»« Je ferai tout ce que vous m'ordonnerez de faire, » lui dis-je. « Oh, mais ce n'est pas ainsi que vous devez me parler. Et si je suis à mon rôle, il me semble que vous oubliez le vôtre. Les frères, en général, ne sont pas soumis aussi aveuglement aux volontés de leurs sœurs, et surtout les frères aînés. Vous vous trahirez, prenez garde. » »« J'admire vraiment votre courage, » lui dis-je, laissant tomber mes bras et la regardant. « La tristesse au fond du cœur, car vous souffrez de l'âme, la pâleur sur le front, car vous souffrez du corps, éloigné pour jamais de ce que vous aimez, vous me l'avez dit, vous avez la force de sourire. Tenez, pleurez, pleurez, j'aime mieux cela, et cela me fait moins de mal. »« Oui, vous avez raison, me dit-elle, et je suis une mauvaise comédienne. On voit mes larmes, n'est-ce pas, à travers mon sourire. Mais j'avais pleuré pendant que vous n'y étiez pas. Cela m'avait fait du bien, de sorte qu'à un œil moins pénétrant, à un frère moins attentif, j'aurais pu faire croire que j'avais déjà tout oublié. Oh, soyez tranquille, madame, lui dis-je avec quelque amertume, car tous mes soupçons me revenaient. Soyez tranquille, je ne le croirai jamais. Croyez-vous qu'on oublie sa mère, quand on sait qu'elle vous croit morte et qu'elle pleure votre mort ? Oh, ma mère, ma pauvre mère !» s'écria la comtesse en fondant en larmes et en se laissant retomber sur le canapé. « Voyez comme je suis égoïste. » lui dis-je en m'approchant d'elle. « Je préfère vos larmes à votre sourire. Les larmes sont confiantes et le sourire est dissimulé. Le sourire, c'est le voile sous lequel le cœur se cache pour mentir. Puis quand vous pleurez, il me semble que vous avez besoin de moi pour essuyer vos pleurs. Quand vous pleurez, j'ai l'espoir que lentement, à force de soins, d'attention, de respect, je vous consolerai. Tandis que si vous étiez consolé déjà, quel espoir me resterait-il ? Tenez, Alfred, me dit la comtesse avec un sentiment profond de bienveillance, et en m'appelant pour la première fois par mon nom. Ne nous faisons pas une vaine guerre de mots. Il s'est passé entre nous des choses si étranges que nous sommes dispensés. Vous de détours envers moi, moi de ruse envers vous. Soyez franc, interrogez-moi. Que voulez-vous savoir ? Je vous répondrai. »« Oh, vous êtes un ange, m'écriai-je, et moi je suis un fou. Je n'ai le droit de rien savoir, de rien demander. N'ai-je pas été aussi heureux qu'un homme puisse l'être quand je vous ai retrouvé dans ce caveau ? Quand je vous ai emporté dans mes bras en descendant cette montagne ? Quand vous vous êtes appuyé sur mon épaule dans cette barque ? Aussi, je ne sais, mais je voudrais qu'un danger éternel vous menaçât, pour vous sentir toujours frissonner contre mon cœur. Ce serait une existence vite usée qu'une existence pleine de sensations pareilles. On ne vivrait qu'un an peut-être ainsi, puis le cœur se briserait. Mais quelle longue vie ne changerait-on pas pour une pareille année ? Alors, vous étiez tout à votre crainte et moi, j'étais votre seul espoir. Vos souvenirs de Paris ne vous tourmentaient pas. Vous ne feigniez pas de sourire pour me cacher vos larmes. J'étais heureux. Je n'étais pas jaloux.
Alfred, me dit gravement la comtesse, vous avez fait assez pour moi pour que je fasse quelque chose pour vous. D'ailleurs, il faut que vous souffriez, et beaucoup, pour me parler ainsi. Car en me parlant ainsi, vous me prouvez que vous ne vous souvenez plus que je suis sous votre dépendance entière. Vous me faites honte pour moi. Vous me faites mal pour vous. Oh, pardonnez-moi, pardonnez-moi, m'écriai-je en tombant à ses genoux. Mais vous savez que je vous ai aimée, jeune fille, quoique je ne vous l'ai jamais dit. Vous savez que mon défaut de fortune seul m'a empêché d'aspirer à votre main. Vous savez encore que depuis que je vous ai retrouvé, cet amour, endormi peut-être, mais jamais éteint, s'est réveillé plus ardent, plus vif que jamais. Vous le savez, car on n'a pas besoin de dire de pareilles choses pour qu'elles soient sues. Eh bien, voilà qui fait que je souffre également de vous voir sourire et à vous voir pleurer. C'est que quand vous souriez, vous me cachez quelque chose. C'est que quand vous pleurez, vous m'avouez tout. À vous aimer, vous regrettez quelqu'un. Vous vous trompez, me répondit la comtesse. Si j'ai aimé, je n'aime plus. Si je regrette quelqu'un, c'est ma mère. Oh, Pauline, Pauline, m'écriai-je, me dites-vous vrai? Ne me trompez-vous pas? Mon Dieu, mon Dieu! Croyez-vous que je sois capable d'acheter votre protection par un mensonge? Oh, le ciel m'en garde. Mais d'où est venue la jalousie de votre mari, car la jalousie seule a pu le porter à une pareille infamie? Écoutez, Alfred, un jour ou l'autre, il aurait fallu que je vous avouasse ce terrible secret. Vous avez le droit de le connaître. Ce soir, vous le saurez. Ce soir, vous lirez dans mon âme. Ce soir, vous disposerez de plus que de ma vie, car vous disposerez de mon honneur et de celui de toute ma famille, mais à une condition. Laquelle? Dites. Je l'accepte d'avance. Vous ne me parlerez plus de votre amour. Je vous promets, moi, de ne pas oublier que vous m'aimez. Elle me tendit la main. Je la baisai avec un respect qui tenait de la religion. « Asseyez-vous là, me dit-elle, et ne parlons plus de tout cela jusqu'au soir. Qu'avez-vous fait? J'ai cherché une petite maison bien simple et bien isolée où vous soyez libre et maîtresse, car vous ne pouvez rester dans un hôtel. Et l'avez-vous trouvée? Oui, à Piccadilly. Et si vous voulez, nous irons la voir après le déjeuner. Alors, tendez donc votre tasse. » Nous prîmes le thé, puis nous montâmes en voiture et nous nous rendîmes au cottage.